Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou. Ils nous ont fait avaler des couleuvres et c'est Jean Ferrat qui nous raconte ça. Et oui, ils nous ont fait avaler des couleuvres aussi pour justement cette gestion de la crise du Covid. Et puis l'origine aussi du Covid. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est le sujet du jour avec deux invités aujourd'hui. Jean Robin, qui est journaliste indépendant depuis 15 ans. Il réalise des vidéos privées sur la Chine communiste depuis le début de la pandémie. Et il a publié des livres qui reprennent justement ces vidéos. Les chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Il en est déjà à 4 tomes. Et puis Édouard Husson, professeur des universités, ancien directeur général de l'ESCP Europe, directeur de la publication du Courrier des stratèges et chroniqueur à Atlantico. Alors écoutez, d'abord je suis très content de pouvoir organiser, de faire ce débat, parce que c'est toujours important d'avoir un débat avec des personnes d'opinions différentes, mais qui savent ce dont ils parlent. C'est quand même important, parce que trop souvent, sur les plateaux, j'espère pas chez nous, on voit des gens qui discutent, qui pérorent, qui disent des choses, et je ne parlais pas de certains médecins de plateau, après on apprend que c'est pas ça du tout. Et je rappelle que si on parlait, il y a encore 6 mois, de Wuhan, des laboratoires, du professeur Anthony Fauci, etc., en disant peut-être qu'il y a des questions à poser, évidemment, le mot complotiste arrivait comme un couperet, vous étiez tous selon parler de ça, des suppos, du délire complotiste. Eh ben écoutez, et là, il y a eu les mails de Fauci, le Sénat américain s'en est emparé, il a d'ailleurs demandé à avoir toute la lumière sur les rapports avec Fauci et Zuckerberg et Bill Gates, etc. On en parlera, mais là, ce n'est pas ça. Là, on est effectivement sur une thèse. La thèse, c'est celle du journaliste indépendant et écrivain Jean Robin, qui, Jean Robin, dit, oui, écoutez, on est allé plus loin même qu'un accident de laboratoire, qu'une fuite de laboratoire. Lui, Jean Robin, il dit attaque biologique ou accident de laboratoire. En tout cas, c'est ça la question qui est posée, parce que c'est très très grave quand même. Donc nous, on n'a pas les réponses, mais nous avons les questions. Alors, est-ce que c'est les deux ensemble, pas ou pas? Alors Jean Robin, vous prenez, vous l'avez écrit, vous êtes allé jusqu'à dire oui, attaque biologique voulue et concertée. Bonjour Jean Robin. Bonjour André Berkov, bonjour Monsieur Husson et bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Alors, en préambule, comme c'est convenu désormais, je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire que je ne suis jamais allé en Chine, je n'ai jamais eu de contact avec le Parti communiste chinois. Je crois que c'est important de le préciser. Alors, effectivement, la question est de savoir, si je la résume, est-ce que la France, finalement, a été attaquée par la Chine communiste? Enfin, pas seulement la France, ce serait le monde aussi, là, Jean Robin. Voilà. Ouais. Permettez-moi d'être un peu patriote. Cocorico. Voilà. Si effectivement il s'agit d'une attaque biologique, ça veut dire que la France aurait été attaquée par la Chine communiste et par définition les autres pays du monde aussi. Alors c'est une question tellement grave que je vais me permettre de citer d'autres personnes bien plus éminentes que moi qui ont donné leur avis sur la question et vous verrez, elles sont de mon avis. Alors je vais commencer par Jair Bolsonaro, qui n'est autre que le président du Brésil, comme chacun sait. Voilà ce qu'il a déclaré le 5 mai 2021. Les militaires savent ce qu'est une guerre chimique biologique. Est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle guerre? Et quel est le pays qui a vu son PIB augmenter le plus? Alors évidemment, il faisait référence à la Chine, puisque c'est le seul pays du G20 à avoir eu son PIB qui a augmenté. Mais Jean Robin, simplement, Jair Bolsonaro, peut-être, il n'est pas vraiment le scientifique le plus achevé, lui, non? Non, mais c'est un chef d'État d'un pays très important. Je pourrais citer Trump aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était président des États-Unis et le 7 mai 2020, il a déclaré, c'était vraiment à la presse, qu'il s'agit d'une attaque. Il a employé le terme attaque, pire que le 11 septembre et que Pearl Harbor. D'accord ? On sait que ces deux attaques-là ont mené à des guerres derrière. Donc, il n'a pas utilisé ces mots par-dessus le bras. Et donc, vous avez des gens comme Miles Guo, qui est ce dissident chinois qui a fui la Chine en 2017 et qui a annoncé dès 2017
qu'il y aurait quelque chose de très grave fait par la Chine sur le reste du monde. Alors, comme par hasard, j'ai interviewé hier l'intellectuel Guy Millière qui vit à Las Vegas et qui est exactement sur la même position que moi, c'est-à-dire attaque biologique de la part de la Chine communiste. Je pourrais même citer l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, donc nouvelle ministre de la Culture, mais quand elle était encore ministre de la Santé, ex-ministre de la Santé, elle a déclaré le 30 mars 2020 sur le plateau de C'est à vous, donc chacun pourra vérifier, que la Chine avait eu un comportement criminel. Bon, est-ce que, Jean-Robin, juste avant de donner la parole à Édouard Husson, mais écoutez, c'est une thèse, vous l'avancez, est-ce qu'il y a eu, jusqu'ici, à votre connaissance, des scientifiques qui ont penché ou même évoqué cette hypothèse-là? Parce que pour le moment, et ce n'est pas du tout pour vous contredire, mais vous citez des politiques. Est-ce qu'il y a eu des scientifiques qui sont allés, en tout cas, jusqu'à dire que c'est envisageable? Je ne dis pas qu'ils l'ont appuyé. Tout à fait. Donc, il y a eu le docteur Yan, qui est aussi quelqu'un qui a fui la Chine, ouais. Qui a travaillé sur le virus dans un laboratoire P3 dirigé par l'OMS à Hong Kong, qui a eu le virus entre les mains fin 2019 et qui a dit, textuellement, le 4 juin dernier, ce n'est pas un accident. Ça ne peut pas être un accident de laboratoire. Je connais bien le niveau de sécurité dans les P4, et donc c'est une attaque biologique. Donc ça, c'est quelqu'un qui effectivement mis en cause dans la presse française, notamment par Libération, parce que elle est proche de Trump. Mais alors, au bout d'un moment, si on ne prend pas compte des témoignages de gens qui ont risqué leur vie, qui ont fui leur pays, dont leur famille est prise en otage par le régime du Parti communiste chinois, à ce moment-là, évidemment, c'est trop facile. Oui. Alors, Édouard Husson. Bonjour. Oui. Bonjour Édouard Husson. Donc vous êtes, je rappelle, professeur d'université, ancien directeur général de Subdeco, on peut dire, enfin, l'ancien Subdeco, et vous êtes donc directeur du Courrier des Stratèges. Alors, vous en pensez quoi de cette... Vraiment, parce que ça s'est beaucoup développé, tout ça, ce qu'avance Jean Robin, vous en pensez quoi? Alors, effectivement, j'ai déjà débattu avec lui sur le sujet. Il m'a gentiment invité à débattre sur sa chaîne YouTube. Donc, nous avons déjà croisé le fer, mais je dis ça amicalement, puisque je pense que nous sommes convaincus tous les deux de ce que la Chine communiste est devenue nocive dans les relations internationales. Alors d'abord, j'ai une question, excusez-moi, après là, vous posez, est-ce que vous, avant de parler de la guerre bactériologique, enfin, ou de l'hypothèse de la guerre bactériologique, est-ce que vous pensez que l'hypothèse, déjà, parce que c'était considéré comme complotiste il y a encore quelques mois, d'un virus échappé ou fuité d'un laboratoire P4 à Wuhan vous paraît plausible? Alors moi, c'est ma thèse, je ne partage pas du tout la thèse de Jean Robin. D'accord. C'est-à-dire, je ne crois pas à la guerre biologique. Je vais expliquer pourquoi. Mais vous croyez à la thèse? Moi, me suis rallié à cette thèse en lisant à l'été dernier un livre qui malheureusement n'existe qu'en italien. Mais ça l'a un peu protégé des attaques en même temps, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent l'italien, d'un professeur... Non traduit en français. Non, ni en anglais, d'un grand professeur de médecine, qui s'appelle Joseph Trito, et qui détaille les raisons pour lesquelles il y a eu, selon lui, un accident de laboratoire. On va avoir l'occasion d'y revenir. Moi, je vais insister sur quelque chose tout au long, je pense, du débat que nous allons avoir, c'est le fait que il ne faut surtout pas surestimer la Chine communiste. Je vais vous montrer comment il y a eu un certain nombre... d'erreurs, d'erreurs commises. Avant ça, mais le fait que vous disiez, je me suis rallié à cette thèse, je vous dis par rapport à la France, déjà cette thèse était considérée il y a encore 2 mois comme une thèse de complotisme. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais complotiste, effectivement. Mais moi, ça m'a jamais gêné de dire les choses. Donc je ne crois pas à la thèse de la guerre biologique. En revanche, je suis convaincu qu'il y a eu un accident, une erreur de laboratoire. Alors pourquoi vous ne croyez pas donc à la thèse de la guerre biologique? Parce que, si vous voulez, je me fonde sur un élément assez simple, c'est que l'armée chinoise était sur le dos des chercheurs civils qui travaillaient sur des mutations de virus ou des fabrications de virus artificiels. C'était sur leur dos, à Wuhan, on y reviendra, mais l'armée chinoise, elle pense dans le long terme. Et c'était beaucoup trop tôt pour elle
pour envisager quelque attaque que ce soit. Premièrement. Deuxièmement, moi je pense, si vous voulez, que si on lit bien tous les discours, moi je n'ai pas accès aux Chinois directement, mais en traduction anglaise ou française, j'ai lu La guerre hors limite, j'ai lu d'autres déclarations. En fait, quand il est question d'attaque biologique, c'est être capable de mener la troisième guerre mondiale, entre guillemets. La première a été faite avec des attaques chimiques, voire Ypres et d'autres batailles. La deuxième, c'est fini par une attaque nucléaire. La troisième, disent-ils, se fera grâce à des armes biologiques. Donc je pense que c'est un horizon de long terme. Et puis surtout, la Chine est une puissance bien trop expérimentée pour se lancer sans qu'il y ait une véritable raison là-dedans dans quelque chose qui sera extrêmement dangereux. Parce qu'à ce moment-là, il y a de quoi, si on avait les preuves de ça, il faudrait en retour déclencher la troisième guerre mondiale. Donc parce que ça s'est répandu dans le monde entier. Voilà. En revanche, je crois qu'il y a eu un accident et qu'en fait, l'armée chinoise est extrêmement embêtée parce que elle ne peut pas avancer en catimini comme elle le voulait sur la fabrication d'armes biologiques et tous les yeux sont tournés vers Wuhan. Et c'est pas du tout ce qu'elle voulait. On y reviendra. Et surtout grâce au mail de Fauci, parce qu'on a appris, on va reparler tout de suite, que Google avait financé le partenaire principal de la part de Wuhan pendant plus de 10 ans. Oui, alors on reviendra sur la question des financements occidentaux, américains, français, pour les recherches menées à Wuhan. Voilà, c'est très important. On se reparle tout de suite. Je vous redonne la parole, Jean-Robin, tout de suite. Après ceci, petite interruption. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse. Et oui, ça c'était avant, parce que l'ivresse, la tendresse, nuit câline, nuit de Chine, c'est pas vraiment la perception qu'on a avec tout ce qui se passe. Alors Jean-Robin, par rapport à votre thèse, par rapport à votre hypothèse, et que vous défendez, et vous avez tout, non seulement le droit et la légitimité de les défendre, vous avez écrit 4 tomes sur les chroniques de la Troisième Guerre mondiale avec la Chine, mais la question qu'on peut se poser quand même, parce que si vraiment guerre biologique il y a eu ou a été déclenchée, est-ce que quand même la Chine, ils sont pas complètement fous, est-ce qu'ils n'auraient pas quand même essayé de protéger leur population, ou des millions de Chinois un peu atteints, c'est pas grave? Jean-Robin. Bien justement, ça c'est une très bonne question parce que on a l'historique du Parti communiste chinois qui va fêter ses 100 ans dans quelques jours, là en juillet. On sait que Mao, par exemple, a tué entre 60 et 80 millions de Chinois. Et on sait aussi que Xi Jinping, le dirigeant de la Chine communiste actuelle, se réclame de Mao. Vous avez Mao un peu partout en Chine, sur les billets de banque déjà, sur la place Tiananmen, là où il y a eu le massacre qu'on a commémoré récemment. Donc imaginez un peu un pays, l'Allemagne au hasard, qui aurait le portrait d'Hitler qui trônerait un peu partout. Et là, vous auriez une bonne idée de l'état d'esprit dans lequel se trouve le régime communiste chinois, que je ne confonds pas ni avec la Chine ni avec le peuple chinois, que j'estime être pris en otage par ce régime. Et j'aimerais citer un journaliste qui est, selon moi, qui est un peu mon maître, si vous voulez, qui est le journaliste américain qui étudie la Chine communiste depuis plus de 20 ans, qui s'appelle Bill Gertz, qui a écrit un livre qui n'a pas été traduit en français là non plus. On citait Joseph Trito. Deceiving the Sky de Bill Gertz n'a pas été traduit non plus. Lui, il est paru avant la pandémie, en 2019, et voilà ce qu'il disait à propos de Xi Jinping qui va éclairer nos auditeurs. Depuis son ascension, Xi Jinping s'est imposé comme un roi tueur dans le moule de Staline, Hitler et Mao. Alors, je passe sur Staline et Mao, mais il parle d'Hitler, et ça, on le sait peu. La deuxième personne que Xi Jinping admire est Adolf Hitler, car c'est le meurtrier de masse nazi qui a été le plus près de diriger le monde à l'ère moderne. Pour cette raison, Xi Jinping considère Hitler comme un génie et un héros. Et il continue, Xi Jinping a lu Mein Kampf, admire son goût pour la musique classique, il admire tellement Hitler qu'il a fait réaliser une sculpture du leader nazi et à un moment donné a exposé un uniforme nazi dans sa résidence. C'est sûr ça. Enfin c'est. Ah oui. C'est le journaliste. Vous lirez son livre, Deceiving the Sky. Ça je le tire de son livre. Et il ajoute que Xi admire Hitler pour les massacres de Juifs et la nationalisation de toutes les entreprises allemandes. La Shoah est un modèle que Xi Jinping reproduit avec la répression massive des Ouïghours dans la province occidentale du Xinjiang. Et ça c'est vérifiable. Donc, il faut qu'on prenne comme. Je veux dire, on peut pas mettre de côté comme le fait Monsieur Husson,
je trouve un peu trop rapidement et facilement l'attaque biologique, car un des modèles de Xi Jinping et du régime chinois, c'est Hitler. Or, Hitler avait lancé une blitzkrieg. Ce que vous voulez dire, Jean Robin, c'est qu'au fond, il pourrait ne pas tenir du tout compte de sa propre population, en tout cas d'une partie de sa propre population, comme l'ont fait, et ça c'est vrai, hélas, ses prédécesseurs de la révolution culturelle et autres. Mais quand même une question, avant de redonner la parole à Édouard Husson, enfin vous allez discuter ensemble, il n'y a pas de problème, c'est que, oui, mais est-ce qu'il l'aurait fait de cette façon? C'est-à-dire que là, il a quand même, vous en avez parlé, mais d'autres en parlaient, il a mis la puce à l'oreille du monde entier. C'est-à-dire que le monde entier se dit aujourd'hui, alors cette Chine, qu'est-ce qu'elle veut? Si votre hypothèse s'avère vraie, mais à ce moment-là, il faudrait, je ne sais pas, bombarder la Chine tout de suite, enfin, déclarer la guerre à la Chine. C'est un peu ça qu'il faudrait faire, si jamais cette hypothèse est vraie. Eh bien, moi, je considère que la Chine nous a déclaré la guerre, donc nous ne ferions que répondre à cette déclaration de guerre, que j'appelle moi la Troisième Guerre mondiale. Et donc, on se retrouve dans le même schéma. Monsieur Husson est un spécialiste du communisme et du nazisme. Nous sommes dans un même schéma que dans les années 30, avec l'Anschluss, que moi je compare à l'annexion de Hong Kong. Il y a eu ça, c'est quand même pas rien. La Pologne, pour moi, ce sera Taïwan. Et là, si on ne voit pas que c'est ce que la Chine annonce partout, il y a eu avant-hier le plus grand nombre d'avions militaires dans la zone aérienne de Taïwan, et à chaque fois, ça augmente un peu plus. Donc la Chine est en guerre totale avec le reste du monde depuis, je parle de la Chine, le Parti communiste chinois, avec son peuple qu'il a massacré et avec le reste du monde. Et maintenant, il lance cette attaque biologique parce qu'il estime être dans la deuxième phase de son développement, c'est-à-dire après une phase de consolidation au sein de la Chine, de son pouvoir. Il est en capacité, avec les nouvelles routes de la soie aussi, on pourrait en parler, de dominer le monde. C'est d'ailleurs un objectif qu'ils se sont fixés à 2049. Donc là, ils annoncent la couleur, et comme Hitler, on ne les croit pas. Et c'est ça le problème des idiots utiles, hein. Assez effrayant tout ça, assez effrayant. Écoutez, je ne sais pas qui vous qualifiez d'idiot utile, on en reparlera. Alors Édouard Husson. En général, d'accord. Édouard Husson. Oui, alors effectivement, la comparaison avec d'autres régimes totalitaires est extrêmement intéressante, mais surtout que vous avez beaucoup étudié les régimes totalitaires. Je suis spécialiste de l'Allemagne nazie, j'ai travaillé sur la Shoah, et par comparaison, je me suis intéressé au régime communiste, pas simplement le régime communiste est-allemand, mais d'autres régimes communistes, en particulier la Russie soviétique, et j'ai lu tout ce que je pouvais lire dans les langues qui me sont accessibles sur la Chine de Mao. Et l'un des intellectuels du XXe siècle que j'admire le plus, c'est Simon Leys, le grand sinologue belge. Les habits neufs du président Mao. Qui pendant des années a en vain plaidé pour une vision réaliste. Pendant que nos intellectuels s'extasiaient sur la évolution culturelle. Mais alors, c'est pour ça que, si vous voulez, je préfère laisser la Chine de Mao dans sa famille de totalitarisme, à savoir les régimes de type communiste. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est que le danger avec les totalitarismes, c'est de les surestimer autant qu'on peut les sous-estimer. Ou plutôt de voir des forces là où il n'y en a pas et de ne pas voir là où ils sont redoutables. Alors, je n'ai aucune illusion sur le caractère violent de la Chine communiste, sur la ruse qui fait que depuis les massacres de la place Tiananmen, comme disait Lénine, ils nous donneront la corde pour les pendre, et effectivement, nous avons financé l'essor d'un régime qui ne s'est pas démocratisé, et loin de là, et qui même se durcit depuis une petite dizaine d'années de manière absolument inouïe, parce que le régime totalitaire de Xi Jinping utilise tous les moyens numériques à disposition pour mettre la population sous une surveillance totale. Oui. Voilà. Mais pour autant, vous dites, ils ne vont pas jusqu'à la guerre. Alors moi j'ai tendance à les comparer à d'autres régimes communistes, et de ce point de vue-là, la Russie soviétique était intéressante. Sont des régimes à la fois très agressifs et très prudents dans leur politique étrangère. Et ils veulent, en fait, l'idéal d'un régime communiste en politique étrangère, c'est de ne pas avoir à faire la guerre, parce que on mène en permanence une guerre civile intérieure. C'est ça qui caractérise la grande différence entre Hitler et Staline, c'est que la priorité de Hitler, c'est la guerre extérieure, la priorité de Staline, c'est la guerre civile. Et Mao, c'est la même chose. D'ailleurs, Jean Robin le rappelait, Mao est responsable du massacre de 10
dizaines de millions, peut-être presque 100 millions de Chinois. Donc, si vous voulez, je pense qu'en politique étrangère, la Chine, et elle a aussi une histoire qui va dans ce sens-là, elle n'ira vers une guerre ouverte qu'en dernier recours. Et donc, il s'agit d'approche indirecte, il s'agit de ruse, il s'agit d'utiliser le levier du commerce. En revanche, qu'elle s'arme pour pouvoir mener une guerre éventuellement contre les États-Unis. Y compris biologiquement. Y compris biologiquement, ça sans aucun doute. On reviendra tout à l'heure sur ce qui s'est vraiment passé de mon point de vue à Wuhan. Oui, dernier point, Jean Robin souligne les provocations qui sont poussées de plus en plus loin sur Taïwan. Il est bien vrai que la Chine communiste est surprise par la manière dont Joe Biden est hostile et est prêt à l'affronter, alors qu'on s'était attendu à une inversion de la politique de Trump. Oui. Et donc, ils vont pousser le bouchon le plus loin possible, en sachant qu'il y a un vrai danger, parce que la question de Taïwan, c'est une question qui est une question diplomatique de principe aussi pour les États-Unis. Si les États-Unis abandonnaient Taïwan, c'est toute clair. La défense du monde libre qui s'écroule. On va suivre ça, on continue après les informations avec Jean Robin, avec Édouard Husson. Et puis évidemment, vous pouvez intervenir 0826 300 300. Revenez aussi sur l'abstention, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le symbole d'une théâtrocratie, une politique par le spectacle? À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse. Incroyable cette chanson qui ne parle même pas des virus, enfin. C'est comme ça, hein, c'était l'époque. Jean Robin, alors, pour continuer, nous sommes entrés dans le cœur du débat et non pas dans le cœur du labo. Mais que s'est-il passé, selon vous, Jean Robin, que s'est-il passé à Wuhan? Vous êtes tout à l'heure, alors Édouard Husson dit, il y a eu fuite, effectivement, et là c'est une thèse qui était très controversée, mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens l'admettent. Mais pour vous, qui prenez, enfin, l'hypothèse d'un conflit, que les Chinois auraient organisé ça comment, d'après vous? Alors déjà, moi je ne sais pas tout, évidemment, je suis journaliste indépendant, je n'ai pas les moyens des grands médias qui n'enquêtent pas, et il faut bien le remarquer, notamment en France. Mais de ce qu'on sait, on peut dire que le virus a commencé à se diffuser dans Wuhan à partir du mois de septembre 2019, et que jusqu'au mois de janvier, eh bien, il n'y avait quasiment pas de personnes infectées. Et Xi Jinping, le 7 janvier 2020, ça c'est le New York Times qui nous en a informé, Xi Jinping, dans une réunion du Politburo, déclare « Je vais confiner Wuhan comme j'ai confiné les Ouïghours ». D'accord ? Donc ça, c'est le 7 janvier. Il a dit comme ça dans ces termes-là, vous voulez dire? Dans ces termes-là, rapporté par le New York Times. Ça a fuité. Et donc, il a attendu pourtant le 22, c'est-à-dire 15 jours plus tard, pour passer à l'action et annoncer en effet le confinement. Donc là, il y a très clairement, selon les observateurs internationaux qui connaissent le sujet, une volonté de laisser les gens s'infecter au maximum, parce que dans ce laps de temps, il y a eu 2 événements majeurs qui ont eu lieu le 18 janvier et le 21 janvier, à savoir un banquet à Wuhan, dont Libération d'ailleurs a informé ses lecteurs. Ça a été le seul média français de presse écrite à en avoir parlé d'ailleurs. C'était quoi ce banquet? Ce banquet, c'était 40 000 familles qui étaient réunies par le Parti communiste chinois pour manger dans 14 000 plats, donc à s'infecter un maximum. Ça représente plus de 100 000 personnes. Tout le blackout avait été fait sur les infections pendant les 16 jours qui précédaient ce banquet, comme par hasard. Et à partir du 18 janvier, les autorités ont recommencé à communiquer, avec évidemment des informations fausses. Et 3 jours plus tard, j'ai découvert, c'est un scoop mondial là, parce que je suis le seul à en avoir parlé, que le lendemain où Xi Jinping et l'OMS reconnaissent que le virus est contaminant au niveau humain, ils maintiennent un festival de danse à Wuhan, où les gens viennent, comme pour le banquet, avec la goutte au nez, avec le sentiment d'avoir une pneumonie, et ils sont, les artistes notamment, nous dit donc des articles chinois que j'ai pu retrouver et faire traduire, et donc ça c'est
très clairement la preuve qu'il y a une volonté du régime, parce que le banquet voulait être annulé par le maire de Wuhan qui disait « Attendez, vous êtes fous !» Lui, il avait les vraies informations et le Parti communiste chinois a maintenu malgré tout. Et dernière chose, après l'annonce du confinement, évidemment, beaucoup de Wuhanais ont voulu partir, comme on l'a vu par la suite pour tous les confinements, mais on leur a interdit de partir dans le reste de la Chine. Par contre, on leur a autorisé à aller dans le reste de la Chine. Donc ça, c'est quand même... Attendez, ils lui ont interdit de partir dans le reste de la Chine et vous de venir, on les a autorisés. On les a autorisés à aller dans le reste du monde, pardon. Du monde. On leur a voilà, pardon. Oui, et on leur a interdit d'aller dans le reste de la Chine, ce qui montrait une volonté de diffuser ce virus au maximum une fois que les gens étaient infectés au maximum. Et c'est terrifiant, ce que vous racontez là. C'est vraiment, c'est une volonté génocidaire ce que vous nous dites là, Jean Robin. Alors génocidaire, je ne sais pas, parce que ce virus n'est pas massacreuse létal. En tout cas. Non mais massacreuse quand même. Je suis pas génocidaire, mais massacreuse. Enfin, c'est une attaque biologique. Donc, on n'en a jamais connu de cette ampleur, mais elle a été théorisée dans le livre Guerre hors limite dont parlait Édouard Husson tout à l'heure, très clairement, avec 3 spécificités, la surprise, le secret et l'efficacité. Et donc, parmi les milliers de conséquences de cette attaque biologique, je n'en vois quasiment aucune qui soit défavorable à la Chine communiste. Alors, Édouard Husson. Alors, je vais contredire Jean Robin sur certains points. Je vais même, certains points, être plus radical que lui. Et sur d'autres, je vais proposer une autre thèse. Il dit qu'il y a peu d'infections à l'automne. En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, ce qui est reconstitué, c'est que les premiers cas de Covid, ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid, serait advenu dès le mois d'août. 2019 à Wuhan. Et il y a en particulier, les satellites américains observent une fréquentation beaucoup plus importante des hôpitaux. Et puis, le journal Epoch Times a réussi à retrouver un certain nombre de rapports, et d'ailleurs je crois que ça, Jean Robin les cite, un certain nombre de rapports d'hôpitaux de Wuhan qui datent de mémoire, qui datent de la fin octobre ou du début novembre. Donc moi, je pense qu'il y a au contraire beaucoup d'infections jusqu'à Noël et jusqu'au début janvier, à tel point que on en parle. Presque 6 mois en 2019. Voilà, et que le régime communiste réagit comme un régime communiste. Pensons à Tchernobyl, et pensons à d'autres accidents. Et d'ailleurs récemment, ils ont dû reconnaître effectivement un accident nucléaire potentiel. Donc le régime communiste réagit comme un régime communiste, c'est-à-dire d'abord on n'en parle pas, on fait le silence, il ne se passe rien. Les chapes de plomb. Et là où ça devient embêtant, c'est que Taïwan commence à en parler, c'est que l'OMS commence à en parler, c'est que les Américains commencent à se poser des questions. On sait aussi que les premières réunions en France sur le sujet ont lieu dès le mois de décembre au ministère de la Santé pour savoir s'il se passe quelque chose. Et alors là, moi j'ai une interprétation très différente de ce qui se passe en janvier. Début janvier, Xi Jinping a un échange téléphonique avec Trump et il le rassure, il lui dit on a tout sous contrôle. Et Trump d'ailleurs, qui est plutôt qui prend les gens au mot dans la manière dont il négocie, dit bon bah Xi Jinping m'a dit que je lui fais confiance, etc. Voilà. Everything is under control. Voilà. Et puis en fait c'est pas du tout sous contrôle et on s'aperçoit qu'il y a un nombre de cas qui se multiplient. Et puis advient alors les événements. Je ne conteste pas les événements dont parle Jean Robin, mais je les interprète différemment. C'est typique des conflits internes à un parti communiste. Le responsable local, il se dit oulala, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Mais il voudrait que ça n'ait pas lieu ce banquet. Mais le Parti communiste, il n'est pas question de dévier de ce qui est le calendrier normal. On va vers les réunions annuelles du parti début mars, après le Nouvel An chinois. Et donc, il n'est pas question de dire que le Parti communiste a fait une erreur, s'est trompé, etc. On félicite même, c'est des choses que cite Jean Robin, on félicite même les gens d'être venus avec la toux au banquet. Et alors, on ne dévie pas de la ligne du parti. Voilà, on ne dévie pas de la ligne du parti. Et alors là où j'ai en revanche un désaccord, c'est-à-dire que j'ai lu tout ce qu'a écrit Jean Robin, mais je n'ai pas trouvé les chiffres et il ne les donne pas lui-même, c'est que on n'est pas capable de dire combien de gens de Wuhan sont effectivement allés à l'étranger, parce que ce qu'il y a de fort dans sa thèse, ça serait effectivement de dire on a envoyé massivement. D'abord les voyages pour le Nouvel An chinois, ils sont surtout internes
interne à la Chine. Bon, mais on dit, les gens de voile n'ont pas pu voyager, très bien, mais combien sont allés à l'extérieur? Et Jean Robin, alors peut-être va-t-il nous dire autre chose aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai débattu avec lui, il n'avait pas de chiffres là-dessus. Et là, si vous voulez, je pense qu'on est... où il y a eu une vraie externalisation à ce moment-là. Et puis, je reviens pour finir à la guerre hors limite. Ouais. Ce qui est décrit dans la guerre hors limite, c'est très différent. C'est quelque chose qui est préparé. Voilà, le livre des généraux chinois qui date de 1999 de mémoire, qui a été très vite traduit en français. Effectivement, il y a un scénario de guerre biologique, mais c'est un effet de surprise totale. Et c'est quelque chose qui doit paralyser l'adversaire. Alors, ce qui fascine, c'est que dans le texte de la guerre hors limite et dans d'autres textes chinois, il est envisagé qu'on paralyse les systèmes hospitaliers des autres pays par un afflux de malades. Bon, mais je vais vous dire, c'est pas... les Chinois ont beaucoup de torts, mais on ne va pas leur faire porter les erreurs de décision du gouvernement français depuis 10 ans, qui a supprimé des lits d'hôpitaux. Ça, c'est pas le fait des Chinois. On a eu cet engorgement. C'est de notre fait. Voilà, c'est de notre fait. Clair. Voilà. Mais voilà pourquoi il y a cette fascination pour la thèse. Mais si vous voulez, ça se serait passé bien autrement si on avait appliqué le scénario de la guerre hors limite. Oui, et pour vous, ça ne tient pas. Mais alors, juste Jean Robin, donc, est-ce qu'on a effectivement une idée ou pas, hein, c'est pas, on vous demande pas de sortir des chiffres de votre chapeau, mais est-ce qu'on a des idées du nombre de Chinois, enfin de la zone de Wuhan, qui sont allés à l'étranger, où c'est secret défense, ce qu'on comprendrait très bien. Voilà, moi, j'ai pas trouvé, il n'existe pas de chiffre officiel, en tout cas, que je sache. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une pandémie mondiale à partir du mois de février et mars, qu'il n'y avait pas eu avant. Parce qu'on a des chiffres là, par contre, sur le nombre d'infections qu'il y avait à Wuhan le 12 janvier. C'est l'Imperial College qui a fait cette étude. Elle a révélé qu'il y avait eu 1270 infections au 12 janvier, ce qui n'est pas quand même gigantesque. Donc, on a eu le virus qui a circulé depuis septembre, hein, pas depuis août. Je relève juste une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc, depuis septembre, entre septembre et janvier, il n'y avait en tout et pour tout déjà aucun mort et 1270 infections. Le premier mort est arrivé le 11 janvier. D'accord ? Alors, Édouard Husson, juste, c'est pas pour vous interrompre, mais Édouard Husson n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, là, vous vous fondez sur des chiffres officiels chinois, et si on prend les chiffres officiels chinois, il y a eu que quelques milliers de morts. Imperial College est connu pour être très pro-chinois, hein, et par ailleurs, il y a eu des morts on en connaît dès le mois d'octobre. Il y a eu des morts du Covid-19 en Chine, à Wuhan, dès le mois d'octobre. Ou en tout cas d'un virus qui ressemblait beaucoup au Covid. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de mort avant le mois de janvier. Oui, Jean Robin. J'ai pas de source à ce niveau-là. D'accord. À la limite, peu importe. Il n'y avait aucun mort à l'extérieur, et même d'infectés à l'extérieur de la Chine avant le 10 janvier. Donc, ce qu'on sait, c'est que le banquet et le festival de danse ont fait l'effet d'une bombe, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils ont été l'équivalent de rampe de lancement pour ces missiles. Donc, il faut employer un terme guerrier, parce que là, si on envoie des gens qui sont en moyenne très infectés, et on l'est beaucoup plus après un banquet qu'avant, j'imagine que M. Husson sera d'accord avec moi là-dessus, après un festival de danse qu'avant, où tout le monde peut venir, où tout le monde se touche, évidemment, n'a pas de masque, etc. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il y a une volonté là que... Alors, il faut choisir la thèse que vous employez, M. Husson, parce que dans une certaine mesure, vous dites, le problème des régimes communistes, c'est que l'information ne remonte pas. Et ici, vous dites, l'information remonte, mais on n'en tient pas compte. Alors, il faudrait choisir, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, l'information, elle est remontée depuis septembre. Xi Jinping est au courant. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas être au courant qu'un SRAS a éclaté en Chine depuis le mois de septembre. Les Chinois sont peut-être des amateurs selon vous, mais pas quand même à ce niveau-là. Donc, ils le savent, et pourtant, ils ne font rien. Au contraire, ils amplifient au moment du nouvel an lunaire, qui est quand même la manifestation sur Terre où il y a le plus de mouvements de population, c'est-à-dire 400 millions de personnes qui voyagent. C'est quand ? Nouvel an lunaire, c'est quand ? Donc le nouvel an lunaire, ça commence le 25 janvier. En 2020, c'était le 25 janvier, parce que les dates changent sur les années. Mais avant cela, pendant les 2 semaines précédentes, il y a un autre événement qui commence à faire bouger les gens. Et c'est pour cela que vous voyez les premiers infectés en Corée du Sud, en Thaïlande, puis aux États-Unis et en France, avant le 30 janvier. Et le 30 janvier, Trump décide d'arrêter tous les voyages qui viennent de Chine. Donc ça veut bien dire qu'il continue à y en avoir. Et en effet, l'aviation civile chinoise maintient le 3 février dans un communiqué qu'il faut continuer à aller
à partir de Chine. Et ce que l'OMS, via Tedros, dit, effectivement, il faut continuer à voyager, Trump est un raciste, etc. Parce que l'OMS a joué un rôle considérable dans cette histoire. C'est clair. Ça, on sait qu'il y a eu pas mal de liens et on le sait qu'il y a encore entre l'OMS et une partie gouvernement chinois. Je rappelle simplement aussi qu'il y a eu que le cluster de Creil dans l'Oise a commencé quand on a rapatrié les expats français de Wuhan et il y a eu un avion militaire qui est allé, ils n'ont pas été mis en quarantaine. Édouard Husson. Et il y avait eu aussi l'épisode que Jean Robin cite un peu plus tôt, à l'automne, c'était les Jeux militaires internationaux, et des militaires français étaient rentrés, et le commandement de l'armée, l'état-major de l'armée, a refusé absolument d'entériner les témoignages d'un certain nombre de participants qui ont eu le sentiment d'être infectés. Donc, si vous voulez, moi je maintiens la thèse, et pour répondre à l'objection de Jean Robin, Xi Jinping, bien sûr qu'il est au courant très tôt, mais le réflexe de base d'un dirigeant communiste, c'est tant qu'on n'est pas obligé de traiter un sujet, on ne le traite pas si ça n'est pas dans la ligne du parti. Or là, ce n'était pas dans la ligne du parti, et ceci d'autant plus qu'il va falloir imposer une thèse qui est celle de la diffusion naturelle pour camoufler l'accident de laboratoire. Très intéressant. Écoutez, on ne va pas vous réconcilier sur les thèses, mais on va continuer à en parler avec nos auditeurs après ceci. Voilà, on vous rappelle seulement le numéro de téléphone 0826 300 300. Venez poser des questions à Édouard Husson et à Jean Robin et à André Berkoff. Tiens. Et puis que pensez-vous aussi de l'abstention, évidemment, cette terrible, énorme abstention. Est-ce que c'est, comme le dit Michel Maffesolier, une saturation de l'idéal démocratique? On vous attend aussi à ce sujet. Les carottes sont cuites, mais à quelle sauce? À la sauce chinoise ou à une autre sauce? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui avec Jean Robin, Édouard Husson, André Berkoff et vous qui nous appelez tous au 0826 300 300. Allez, on démarre avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous et merci encore pour ces débats passionnants, comme d'habitude. Je voulais réagir rapidement sur les deux sujets. Par rapport à l'abstention, je pense que la première viol, entre guillemets, pardonnez-moi du terme, de la démocratie, c'était 2005. À partir du moment où les Français avaient voté à 54% contre Maastricht et qu'on nous l'a collé quand même, je pense qu'il y a eu une désaffection complète. Contre la Constitution européenne, absolument. Bien sûr, tout à fait. Donc à partir de là, on s'est dit, si on s'exprime et qu'on ne tient pas compte de notre vote, finalement, à quoi bon? Et c'est dommage, parce qu'effectivement, les gens se sont battus pour ça, mais finalement, au-dessus, c'est pas pris en compte. Donc, je peux comprendre l'abstention qui n'a fait que grossir depuis, d'ailleurs. Mais qui s'est transformée quand même en fuite massive, là. C'est même plus une abstention. Ah oui, quand vous arrivez à 70% pratiquement d'abstention, même si ce sont des élections régionales, départementales, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait... Est-ce qu'il va falloir atteindre 90% pour que ça y ait une prise de conscience là-haut? ou le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. C'est l'autre alternative. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux, il faut que le vote blanc soit effectivement pris en compte, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Pour le deuxième sujet, je ne vais pas retenir l'antenne trop longtemps, parce que je sais qu'il y a du monde. Vous aviez reçu Philippe Aymar et Pierre Jovanovic pour le livre Enquête sur un virus, et j'aimerais bien qu'un statisticien se pose un jour quand même, puisqu'on a été bombardé de chiffres depuis 1 an et demi dans tous les sens, se pose sur la probabilité des coïncidences qui tournent autour de tout ça. Toute coïncidence confondue, puisqu'on voit les mails de Fauci et autres, donc il y a quand même des choses assez étranges. Je pense qu'on aurait peut-être plus de chances de gagner au loto 4 fois par semaine pendant 1 an que d'avoir autant d'événements bizarres autour de ce virus. C'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Et puis pour finir sur une note d'humour, une petite blague qui tourne sur Internet, c'est, vous savez, la différence entre une théorie complotiste sur ce sujet et la vérité, environ 6 à 12 mois. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous remercie de m'avoir reçu et merci encore pour merci tout votre travail. de nous avoir... Merci. Et merci pour la petite blague, c'est sympa. Maintenant, quand on nous fait même des blagues, allez continuer de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et vous continuez nombreux à réagir justement sur cette origine de la Covid. Est-ce qu'elle viendrait du laboratoire de Wuhan, par exemple? On continue d'en débattre avec Édouard Husson, Jean Robin et avec vous tous qui nous appelez 0826 300 300. Alain nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour.
Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc voilà, je vais répondre à votre invité, Monsieur Robin, sur 3 points précis. Oui. Le premier point, d'abord, je trouve suspect la présentation de Monsieur Robin, c'est-à-dire que il nous dit qu'il a aucun intérêt avec le Parti communiste chinois, mais c'est anormal parce que, si vous voulez, le monsieur il est à charge par rapport aux Chinois, donc normalement il devrait pas se présenter comme ça. Le deuxième point, c'est l'argument fallacieux, je trouve, et éculé sur Hitler et la Shoah, parce que il repose sur uniquement, essentiellement, vous lui avez d'ailleurs, Monsieur Verkov, posé la question, il repose essentiellement sur le témoignage d'un, tenez-vous bien, c'est quand même, on est dans le grotesque là, sur le témoignage d'un Américain, un journaliste américain, c'est vous dire si c'est fiable, qui a écrit que effectivement le dirigeant chinois admirait Hitler. Mais je suppose évidemment que ce journaliste américain était près du dirigeant chinois pendant qu'il feuilletait Mein Kampf. Évidemment, il tournait les pages en même temps. Hein, il n'y a que ça. Bon. Et puis alors le troisième argument, et là ça c'est le plus délirant, c'est que vous prenez vraiment les Chinois pour des imbéciles, mais vraiment, parce qu'avec les moyens qu'ils ont, balancer le Covid, c'est vraiment être petit joueur. Pour décimer des gens qui sont en fin de vie ou alors qui sont fragiles. Mais si vous voulez vraiment mettre à genoux l'économie occidentale, dans ces cas-là, vous attaquez des gens, vous attaquez avec un virus qui tue soit les adultes, soit qui rend les femmes stériles, soit qui décime les enfants, ou alors pire encore, plus intelligent, vous l'envoyez, vous faites un virus Ebola un petit peu plus virulent, vous l'envoyez en Afrique, et par le biais de l'immigration en Europe, c'est parfait, on accusera l'Afrique, et puis les Chinois seront impeccables dans l'histoire. Enfin, il y a des stratégies très intelligentes et très sophistiquées. Si vraiment vous voulez faire une guerre bactériologique, virale en Europe, mais certainement pas avec le Covid. Donc, encore une fois, moi, Monsieur Robin, je vous connais pas. Je pense que vous êtes dans un délire paranoïaque et qui vous rend un petit peu important l'espace de cette pandémie. Mais c'est pas sérieux. Ce que vous racontez, c'est pas sérieux du tout. Les Chinois ne sont pas des imbéciles. Jean Robin. Donc justement, première chose, donc moi je ne mets pas en cause les Chinois ni la Chine. Hein. Je fais bien la distinction avec le Parti communiste chinois, qui est une mafia qui a pris en otage la Chine et les Chinois et qui les massacre. Je veux dire, on a l'exemple de Mao, j'ai cité tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'espérais un peu mieux d'un grand historien et universitaire spécialiste du nazisme comme Édouard Husson, qui ne voit pas, apparemment, comme cet auditeur, qu'il y a un parallélisme assez flagrant entre Xi Jinping et Hitler. L'annexion de Hong Kong, ça, apparemment, ce n'est pas important pour M. Husson. C'est quand même hallucinant. Les menaces graves envers Taïwan, ça ne lui rappelle pas la Pologne. La militarisation de la mer de Chine, ça ne lui rappelle pas la Rhénanie. Donc, pour finir sur la réponse à cet auditeur, il a le droit de penser ce qu'il veut. On est encore en démocratie, enfin, paraît-il. Mais moi, je lui cite Bill Gertz, il peut vérifier, c'est un journaliste, ce n'est pas n'importe qui. Il enquête sur la Chine communiste depuis plus de 20 ans. Tout ce qu'il dit peut être vérifié et je l'ai moi-même vérifié. Vous imaginez bien que je viens pas à la radio comme ça, devant tout le monde, en citant des choses. C'est mon métier, si vous voulez, donc ma réputation est en jeu, comme celle de Bill Gertz, donc tout le monde pourra vérifier ce que j'ai dit. Et dernière chose, j'ai interviewé un général du Pentagone, alors peut-être, voilà, c'est pas quelqu'un d'important aux yeux de ce monsieur, peut-être sa parole n'a aucune valeur, mais le général Spalding, qui a lutté contre l'influence du Parti communiste chinois au Pentagone, m'a déclaré, quand je l'ai interviewé, qu'il s'agissait, tenez-vous bien, de la plus grande opération d'information de toute l'histoire de l'humanité. Et là, il parlait bien de la Covid, parce que il faut bien remarquer qu'il y a eu énormément de conséquences. Je pense que cet auditeur n'a pas bien conscience de tout ce qu'il se passe. Les économies sont à plat. Les États-Unis ont perdu 3,5% de PIB en 2020. La France, 8,5%. Même l'Allemagne a perdu 5%. Le Brésil, je pourrais allonger. Donc ça, si c'est pas des conséquences suffisantes pour ce monsieur. Et je finis là-dessus. Il y a l'équivalent de 3 11 septembre par jour depuis 400 jours. D'accord ? Donc là, quand on voit ça vraiment comme une attaque biologique, on ne le compare pas avec une grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Et donc ça serait pas grave, vous voyez ?
Alors, Édouard Husson, Jean-Robert, on va revenir là-dessus, effectivement, sur l'histoire des morts. Non, la seule chose, et ça se discute effectivement, on pourrait se demander, c'est la troisième question, effectivement, de notre auditeur, c'était de se demander, effectivement, que si les Chinois avaient eu envie de faire ça, et de faire une guerre bactériologique totale, c'est vrai qu'ils auraient pu aller encore beaucoup plus loin que le virus, parce que je rappelle, et Dieu sait s'il ne s'agit pas de minimiser l'importance de la létalité du virus, mais on en a parlé en France et ailleurs. C'est vrai que c'était pas, justement, comme vous dites, c'était pas la peste noire, c'est 0,05% de morts, ce qui n'est pas rien, loin de là. Et vous avez raison, Jean-Robin, de citer les économies, effectivement, à terre. Mais on se demande s'ils auraient pas allé plus loin. Édouard Husson. Oui. Je partage, même si je partage pas la forme de l'argumentation de cet auditeur, je la trouve inutilement agressive parce que Jean Robin a fait un travail très sérieux. Oui. Mais en revanche, je partage la dernière remarque, c'est-à-dire que je pense que l'intelligence, pour le coup, l'intelligence des Chinois est sous-estimée. S'ils avaient voulu déclencher quelque chose, ils l'auraient fait plutôt par une stratégie indirecte, comme cet auditeur vient de le décrire. Ensuite, si vous voulez, effectivement, il faut se méfier des comparaisons et des informations, et en particulier lorsqu'on dit qu'il y a une fascination des Chinois pour le Troisième Reich. Bon, moi, il y a une information que j'ai jamais pu vérifier parce que on n'a pas plus d'éléments que ça. Le ministre de la Défense chinois, fin des années 90, début des années 2000, a prononcé un discours secret devant un certain nombre de dignitaires dans lequel il expliquait en gros, si ce discours est authentique, que le principal tort de Hitler, c'est de ne pas avoir pris plus son temps et de ne pas avoir été plus rationnel. Bon, il faut faire attention, je ne peux pas vous dire si ce discours est authentique ou pas. Il faut toujours manier ça avec précaution. Il faut manier ça avec précaution. J'aimerais bien, d'ailleurs, si quelqu'un est capable de me renseigner là-dessus, ça serait extrêmement important. Juste dernier point, allez-y. Je crois et je reviens à ce que je dis. À la fois, il y a une substance intellectuelle chez les dirigeants chinois qui est indéniable, mais le communisme est un régime profondément désorganisateur de l'activité humaine. C'est sans doute le pire régime d'organisation dans l'histoire. C'est l'autre côté du totalitarisme. C'est les deux côtés, et il faut prendre les deux. Alors justement, Jean Robin, moi j'avais une question dans vos livres que j'ai lus. Effectivement, et je voudrais qu'on parle de ça aussi avec Édouard Husson et les auditeurs. Vous avez beaucoup parlé, je voudrais que vous ne citiez pas des noms simplement parce qu'on ne va pas rentrer dans les procès en diffamation, mais vous avez beaucoup parlé effectivement de l'influence de la Chine dans les cercles de décision occidentaux. Parce qu'on va parler de l'attitude de l'Occident vers la Chine. Et vous, Jean Robin, dans vos livres, vous en avez parlé en fournissant beaucoup de détails. C'est assez impressionnant de voir à quel point, effectivement, parce que ça, on n'en parle pas, on ne connaît pas, la pénétration de la Chine, l'influence de la Chine dans un certain nombre de cercles dirigeants. Dites-nous. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une des preuves, d'ailleurs, que le timing est parfait pour cette attaque biologique, parce qu'elle a attendu, contrairement à Hitler, plus de 20 ans d'infiltrer au plus haut niveau les institutions internationales, dont l'OMS, l'OMC, qu'elle a rejoint à partir de 2001, la Banque mondiale, le FMI. Christine Lagarde a été élue grâce au soutien vraiment évident de la Chine communiste. Donc, les institutions internationales, les oligarchies nationales, vous avez des livres sur l'infiltration du Parti communiste chinois au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et moi, j'ai publié celui sur la France, ça s'appelle « France, colonie de la Chine communiste », parce que j'ai découvert vraiment tout un univers que les Français connaissent peu, voire pas du tout, parce que les médias ne leur en parlent pas. Vous avez des outils d'influence comme la France China Foundation, le Paris Shanghai Club, le Chinese Business Club, où sera invité Didier Raoult. C'est assez intéressant d'avoir cette information. Ce sera le 8 juillet prochain. Qu'est-ce qu'il va faire avec les Chinois et les business surtout? Attendez, non mais Jean-Robert, vous avez le droit d'avoir des liens avec des tas de pays. C'est pas pour ça qu'on est payé par ces pays ou etc. Attention, faut pas. Vous n'avez pas besoin d'être forcément payé, mais il se trouve qu'Olivier Véran, par exemple, qui fait partie de la France China Foundation et du Paris Shanghai Club, a été bombardé ministre de la Santé en pleine pandémie venant de Chine. C'est quand même étonnant. C'est le principal ministre de ce gouvernement, avant Castex, avant les autres. C'est lui qu'on attend à chaque fois qu'il y a une décision.
comment ça se fait que ce gars-là, que personne ne connaissait avant... C'est vrai, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est une marionnette des Chinois parce qu'il est au Chinese Young Leaders Club. Il faut faire attention quand même. Moi, je dis ce que je vois, c'est-à-dire qu'Olivier Véran, comme le gouvernement, mène la politique favorable aux intérêts des Chinois et pas des Français. Imposer le masque à l'extérieur, ça c'est Véran, c'est pas l'intérêt des Français, c'est l'intérêt des Chinois, tout comme les confinements. Les confinements ont été poussés largement par les Chinois partout dans le monde, ça c'est démontré. Par exemple, de Die Welt l'a révélé pour l'Allemagne. Vous avez une université qui s'appelle l'université de Nankin qui a fait pression sur le CDC allemand pour pousser au confinement en Allemagne. Eh bien ça, c'est l'intérêt de la Chine communiste de pousser les pays au suicide économique et social parce que le confinement, c'est ça. Et eux l'ont levé très tôt, leur confinement. Évidemment, même Roselyne Bachelot s'en était émue le 30 mars 2020 dans la même émission dont je vous ai parlé en disant ils le lèvent beaucoup trop tôt, mais parce que eux savaient très bien que ça ne sert à rien et que ça tue les pays. Édouard Husson. Je crois que si vous voulez, Jean Robin à la fois soulève un vrai problème et je suis pas convaincu par la réponse. La vraie question, c'est que depuis Tiananmen, nous avons pensé, alors même que nous réjouissions que l'Union soviétique se soit effondrée, nous avons pensé qu'il était possible que la Chine sorte d'une autre manière du communisme par l'économie de marché, par les échanges, par l'OMC, etc. On a rêvé de ça à Tiananmen, c'est vrai. Et donc on a dit on les critique pas sur Tiananmen et parce qu'on va faire du commerce avec eux, le doux commerce de Montesquieu. Bon, la vérité c'est que on a été victime d'une illusion. Je rappelle quand même que si Lénine n'était pas mort prématurément, il lançait quelque chose qui s'appelait la nouvelle économie politique, qui est la matrice de la politique de Deng Xiaoping, qui était comment introduire du capitalisme tout en maintenant le régime communiste. Bon, et on a même fait beaucoup plus parce qu'il y avait des intérêts énormes, parce que la finance américaine avait envie de délocaliser, parce et puis, que il y avait des milliards à échanger. Et puis on a cédé. Comment on a cédé à la Chine le know-how, le savoir-faire. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où nous avons nourri des monstres. Par exemple, le laboratoire de virologie de Wuhan, le P4, il faut savoir qu'il y avait bien sûr des liens très étroits avec la recherche française pour parler de ça, mais en 2015, le laboratoire Mérieux de Lyon a refusé de continuer à collaborer avec la Chine sur ce sujet et a refusé d'envoyer les chercheurs qui étaient prévus. Bon, pourquoi ? C'est parce qu'il y avait de très sérieux doutes sur la sécurité et sur la prudence de ce qui se mettait en place. En 2015, ça. Ça, c'est en 2015. Allez savoir pourquoi le gouvernement français appuie quand même en 2017 l'ouverture du laboratoire P4 de Wuhan, avec délégation française au plus haut niveau. Allez savoir pourquoi finalement on est passé aux États-Unis par-dessus les objections d'un certain nombre de chercheurs américains qui disaient les Chinois sont des apprentis sorciers, ils ne sont pas encore capables de maîtriser ces technologies-là. Et en plus, ils jouent avec des virus qui n'ont aucun intérêt médical. La fabrication de chimères, on appelle ça. Ça n'a aucun intérêt médical, donc voilà. Et là, je crois qu'effectivement, on revient à la question, mais moi je la formule autrement que Jean Robin. Comment se fait-il que l'Occident ait tant prêté à la Chine, à tous les sens du terme, et ait tellement surestimé les capacités des Chinois, et à tel point qu'aujourd'hui on est prisonnier, alors qu'il y a des jeux d'influence. C'est bien évident. Mais ensuite, des conflits d'intérêts aussi, bien sûr. Le confinement, si vous voulez, je vais publier bientôt un article là-dessus. Il y a une très forte propagande chinoise en faveur du confinement dans le monde. Mais c'est pour effectivement dissimuler les erreurs chinoises. Tout le monde devrait faire comme la Chine, tout le monde devrait confiner complètement parce que ce truc qui se passe en Chine, il faut en parler le moins possible à l'extérieur. Bon, alors qu'ensuite beaucoup de pays se soient précipités là-dedans et paniqués, mais ça c'est plus la question des Chinois. Eux, ils ont joué leur jeu. Là, c'est la question de la vulnérabilité de nos classes dirigeantes, non seulement à l'influence chinoise, et là je peux rejoindre Jean Robin sur certains aspects, mais aussi à la panique, à l'incapacité de planifier, de voir, quand il y a par ailleurs aussi des tentations de se dire c'est génial une pandémie, on va faire un gouvernement mondial grâce à ça. Ça existe aussi. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais il faut avoir toutes ces dimensions-là. Bien sûr. Clémence. Eh bien, vous allez tous continuer de nous appeler 0826 300 300. On parle, et c'est passionnant justement, de ces origines du Covid avec Jean Robin et Édouard Husson. Vous pouvez aussi revenir sur l'abstention. On vous attend tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et si c'était les élections qui étaient cuites plutôt avec ce taux d'abstention à 66,1%, en tout cas c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir aussi au standard de Sud Radio. Donc tout de suite on donne la parole à Gilles à ce sujet. Gilles nous appelle de Chelles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci encore pour votre émission. Merci à vous. Oui, je voulais intervenir. En fait, j'écoute depuis tout à l'heure. Déjà, c'est très passionnant hein, par rapport au virus. Enfin, j'entends des choses. Si on les avait dites il y a un an, on passait pour le dernier des complotistes. Oui. Enfin bon, j'appelle vraiment par rapport aux élections et par rapport à l'abstention. Tout à l'heure, j'écoutais l'émission de Valérie Expert et j'ai été vraiment très choqué parce que comment dire, j'ai rien contre elle, hein, c'est plus par rapport aux débatteurs qui pointaient vraiment les électeurs. C'était vraiment limite les électeurs. Si vous n'êtes pas content, ben vous avez qu'à aller voter. C'est vraiment ce que j'avais l'impression d'entendre de l'émission, quoi. Et j'avais envie de répondre, mais parfois il faut pouvoir se remettre en question. Les électeurs, au bout d'un moment, quand ils se rendent compte de ce qui se passe, ils ont d'autres moyens d'exprimer leur mécontentement des fois que en n'allant pas voter justement. Ça a déjà été cité, on a parlé de 2005, mais on pourrait relever encore plein de choses. Il y a peu de temps, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui n'a pas plu à M. Castex. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a représenté le texte et le texte est passé. Il y a quelques mois, M. Philippe, je crois que c'était une réunion de sortie de crise du Covid. La réforme des retraites est passée avec le 49.3. Alors, au bout d'un moment, quand les Français ils voient ça, ils se disent peut-être à quoi bon le vote. Si vous voulez le rendre obligatoire, ok, mais dans ce cas, on reconnaît le vote blanc. Et je ne sais pas, à partir de 50% de vote blanc, on refait les élections. On refait exactement. Et là, peut-être que l'abstention repartira à la baisse. Non, mais vous avez raison de poser le problème. Le problème est grave. Et d'ailleurs, je voudrais demander, tiens, on va sortir un peu de la Chine. Vous êtes deux citoyens français, Jean Robin et Édouard Husson. Je voudrais vous demander à chacun, mais très rapidement, ce que vous avez pensé justement de ce premier tour, de cette abstention absolument record, y compris pour les régionales économiques. Édouard Husson. Oui, il y a un fait qu'on n'a pas du tout cité hier pour expliquer l'abstention et il n'exclut pas tout ce que cet auditeur vient de dire et que je partage en grande partie. Mais c'est le fait qu'on a fait il y a quelques années, c'était Hollande qui avait pris cette mesure, on a voulu créer des super régions, des grandes régions. On a voulu faire ça parce qu'il fallait faire comme les Italiens, comme les Allemands, sauf qu'en Italie, en Allemagne, les régions, elles ont une substance historique et puis elles manient des budgets beaucoup plus importants. Les fameux Länder. Voilà, les fameux Länder. Bon. Et là, je pense que ce qui s'est traduit hier aussi, c'est pas le seul facteur, mais on aurait dû le mentionner hier, c'est que c'est vraiment l'échec de ces grandes régions, ces super régions. Le Limousin, autrefois, les gens savaient pourquoi ils votaient. Quand c'est la Nouvelle-Aquitaine et vous habitez dans le Limousin, je ne sais pas si vous êtes aussi concerné, les Hauts-de-France, etc. Et ça, je crois que ça explique quelques pourcents d'abstention non négligeables. Et les politiques sont totalement paradoxaux, puisque d'un côté, ils expliquent qu'il faut être proche du citoyen, il faut parler de la vie quotidienne, etc. Mais dès qu'ils ont l'occasion, ils créent des processus électoraux qui les éloignent des citoyens et ça, c'est gravissime. Et je rappelle que ce sont les politiques, en tout cas un certain nombre de ministres, qui ont nationalisé ces élections régionales en parlant des grands enjeux. Il s'agissait de bouter le RN, etc., etc. Jean Robin, le citoyen français que vous êtes, comment il a réagi à justement ce premier tour? Le citoyen français que je suis ne vote plus depuis mon dernier vote qui était de 2005. Parce que j'ai voté non. Et puis, on m'a dit, finalement, si, tu vois, ton vote, non seulement il sert à rien, mais on va faire le contraire de ce que la majorité des Français ont décidé. Alors là, je me suis dit, bon, on n'est plus en démocratie, et donc, quand on n'est plus en démocratie, la priorité, c'est de rétablir cette démocratie. Et en plus, notre président nous dit maintenant, on est en guerre. Ce que je dis aussi, mais personne ne me croit. Alors lui, personne ne le croit non plus. Moi, je dis, on est en guerre mondiale, on nous a déclaré la guerre. C'est évidemment pas ce qu'il nous dit. Mais quand on est en guerre mondiale et qu'on nous a déclaré la guerre, eh bien, on commence par se défendre et pas par accueillir le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi le 30 août 2020. Et je reviens à ma marotte. Mais là, franchement, c'est trop grave ce qui se passe. Et je trouve que j'ai une discussion aujourd'hui avec Édouard Husson, qui est un universitaire brillant, spécialiste du communisme et du nazisme. Mais excusez-moi, j'ai un peu l'impression
de discuter, vous savez, avec ces fonctionnaires dont la France a le secret, qui sont très brillants, mais qui nous pondent la ligne Maginot. André Maginot était quelqu'un de brillant, c'était un fonctionnaire aussi, et puis il a pondu la ligne Maginot, il était très fier, et puis finalement, ça a servi à quoi? De Gaulle, à l'époque, tout le monde se foutait de lui, parce qu'il disait, attention, il y a Hitler en face, il va nous faire une blitzkrieg. C'est exactement ce que j'explique aujourd'hui. Je dis que en plus, la thèse de l'accident, comme ça, l'accident, je ne sais même pas comment il l'appelle, parce que ça déresponsabilise complètement ça déresponsabilise complètement la Chine communiste. C'est une thèse qui n'a aucun fondement rationnel et ça empêche de se projeter dans l'avenir alors qu'on sait que la Chine communiste a 2000 autres virus sous la main. Ça, c'est Mike Pompeo qui l'a confirmé et c'est su. Le secrétaire d'État. Non, mais vous savez, c'est toujours pareil, Jean. Il faut, Robin, il faut évidemment des preuves, il faut des choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire vous avez raison, vous avez tort. Mais ça, quand on regarde toutes les conséquences, à quasiment sans exception, sont en faveur de la Chine. Ils ont réussi à tuer l'industrie du divertissement américain, Hollywood, la NBA, etc. Ça, qui y a réussi dans l'histoire? Et alors vous allez me dire que c'est parce qu'un laborantin a mal fermé la porte d'un laboratoire. Ce n'est pas sérieux. C'est pas si simple, non, je ne sais pas. Si, résumé, c'est cela, parce que finalement, ce serait une suite d'accidents sur 4 mois. Et alors la thèse du banquet, finalement, on la jette à la poubelle parce que ça nous arrange pas. Donc on jette rien à la poubelle. Vous avez exposé vos thèses, c'est très bien. Je voudrais juste qu'Édouard Husson ait le mot de la fin. Oui, contrairement à ce que dit Jean Robin, si on revient sur ce sujet, la thèse de l'accident ne disculpe absolument pas la Chine communiste. Au contraire. D'abord, je le disais tout à l'heure, de très grands scientifiques américains et français et d'autres pays ont dit que c'était de la folie de faire un tel transfert de technologie, la question des gains de fonction, la question des fabrications de virus artificiels, et que les Chinois n'étaient pas encore capables de les traiter. Ensuite, on sait que l'armée chinoise a été sur le dos de la recherche civile et à force d'être sur leur dos, les a beaucoup trop pressés. Voilà. Donc moi, je ne disculpe pas. Au contraire, je pense que la responsabilité, elle est écrasante. Et ensuite, il y a une co-responsabilité occidentale. C'est des choses dont il faut parler. Et puis il y a eu une réaction de panique. En tout cas, nous allons en parler. Ce ne sera pas la dernière fois, et avec Jean Robin, avec Édouard Husson. Ce sont des choses trop graves pour qu'on les laisse sous le boisseau, et ici on ne les laissera pas sous le boisseau. Et puis on continuera à donner la parole à nos auditeurs. D'ailleurs, un petit pardon à Pierre de Toulouse qui appelle et qui attend depuis bien longtemps. Et bien, vous donnerez la parole une prochaine fois. Et puis des origines de la Covid aux origines de l'homme, avec Brigitte Lahaye, puisqu'on parle de l'érection en question. Pourquoi est-elle aussi valorisée, avec Vincent Hubertin, urologue? À tout de suite.